Est-ce que l'aéro a un gros impact quand je fais ma sortie du dimanche matin à 30 km/h? On s'est déjà tous posé la question en feuilletant les dossiers aéro des magazines. Est-ce que ça représente 10, 20, 50% de la puissance que je génère? On fait le point tout de suite. Salut les torpilles, soyez les bienvenus dans ce tout premier épisode de Faut pas traîner, la chaîne YouTube qui va vous aider à progresser en répondant à toutes vos questions sur l'aéro en vélo. Moi c'est Rémi, je suis en charge des essais en soufflerie chez Aéroptimum et notre idée c'est de répondre à vos interrogations sur l'aéro en réalisant des essais en soufflerie qui traitent des sujets qui vous intéressent. Pour cette première vidéo, on n'a pas voulu vous perdre dans des phénomènes trop complexes avec des équations ou de la physique. On va se concentrer sur les forces qui s'opposent à votre avancement quand vous faites du vélo. Lorsque vous pédalez, vous générez une force motrice avec une certaine puissance qui est celle que vous pouvez voir sur votre compteur si vous avez un capteur de puissance. Cette force motrice, elle est contrebalancée par 4 efforts qui sont le poids, le roulement, le frottement et l'aéro. Le poids, vous l'avez tous constaté en prenant des côtes en vélo. Plus la pente est raide, plus c'est dur d'avancer. Cette force, elle est proportionnelle à votre masse et la pente. Ensuite, on a le roulement. Le roulement, c'est l'effort qui se crée entre vos pneus et la route au niveau du point de contact. Il a deux composantes. Une composante radiale qui vous donne de l'adhérence dans les virages et une composante axiale qui s'oppose à votre avancée. Il dépend de votre poids, votre pneu, aussi bien la qualité de la gomme que la pression de gonflage et également de la qualité du revêtement sur lequel vous roulez. On l'a tous expérimenté sur les petites routes de campagne ultra rugueuses où d'un coup on se sent arrêté et on regarde si on n'a pas les freins qui touchent. Le troisième, c'est le frottement. Le frottement, c'est l'ensemble des frictions mécaniques que vous avez dans votre vélo, que ce soit la chaîne ou bien les roulements au niveau du pédalier et des roues. Ça, c'est dépendant de la qualité de votre groupe, des types de roulements que vous utilisez, normaux ou céramiques, mais aussi et surtout de l'entretien de votre vélo. Enfin, il y a l'aéro. L'aéro, vous l'avez tous ressenti aussi lors des sorties en groupe. Pour prendre la tête du groupe ou rester dans les roues, on ne fournit pas du tout le même effort. L'aéro, pour le coup, c'est dépendant de votre équipement, votre position, mais également de l'altitude et de la température. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de chacune de ces forces aujourd'hui, mais je vous ferai une petite série de vidéos pour explorer un petit peu plus chacune d'entre elles. Vous voyez tous maintenant les 4 forces qui sont en jeu, mais est-ce que vous avez une idée de la répartition de chacune d'entre elles? Par exemple, quand vous roulez sur le plat à votre vitesse habituelle, vous pensez que l'aéro, ça représente combien de pourcents de la puissance que vous pouvez lire sur votre compteur? D'ailleurs, je serais assez curieux que vous me laissiez en commentaire votre estimation à l'instant T de ce pourcentage avant qu'on aille plus loin dans la vidéo. Pour se faire une idée un petit peu plus précise de la répartition des efforts, on a fait des essais en soufflerie avec différents profils. Un cycliste amateur, un triathlète amateur et un triathlète élite. On a utilisé les résultats des essais en soufflerie pour connaître la performance aérodynamique de notre cobaye. On a utilisé leur masse réelle dans les calculs pour l'impact sur le poids et le roulement. Et par contre, pour les paramètres concernant le frottement et le roulement, on a dû faire des hypothèses. Pour le frottement, on a considéré un vélo bien entretenu avec un groupe milieu haut de gamme sans roulement céramique. Pour le roulement, un pneu milieu de gamme gonflé convenablement sur une route en asphalte plutôt en bon état. Pour représenter l'impact des différentes forces, on calcule la puissance consommée par chacune d'entre elles à une vitesse donnée et on représente tout ça sur un graphe. Dans le cas du cycliste amateur, on a fait des essais à 25, 30 et 45 km/h. On va regarder la répartition des forces qui s'appliquent sur lui sur le plat dans une position plutôt standard, les mains sur les cocottes. On commence par regarder la répartition à 30 km/h. On se rend compte que l'aéro représente 68% de la puissance dépensée. Sur les 155 watts au total, il y en a 106 qui sont justes pour contrer l'aéro. On regarde ce que ça donne maintenant à 45 km/h. Bien sûr, c'est élevé pour nos cyclistes amateurs, mais c'est pour voir l'impact de l'aéro quand on prend des vitesses plus importantes. Là, dans ce cas, c'est sans appel, on se rend compte que l'aéro représente maintenant 81% de la puissance consommée. Pourquoi? Parce que la puissance aérodynamique évolue avec le cube de la vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je double la vitesse à laquelle j'avance, je multiplie par 2 au cube, c'est-à-dire 8, la puissance que je vais consommer l'aéro. Vous croyez que je rigole? Alors on vérifie. Pour passer de 30 à 45 km/h, j'ai multiplié la vitesse par 1,5. Ça veut dire que la puissance, normalement, elle est multipliée par 1,5 au cube, c'est-à-dire par 3,375. On reprend le graphe de tout à l'heure. À 30 km/h, la puissance aéro était de 106 watts. On multiplie tout par 3,375 et on devrait obtenir une puissance de 358,5 watts. Si on regarde maintenant sur le total, on se rend compte que c'est presque ça, mais il y a quand même 20 watts d'écart. Pourquoi? Ben, c'est la faute de Reynolds. Non, pas Ryan, mais Osborne Reynolds. C'était un physicien irlandais. Il a mis en évidence que le comportement d'un écoulement était dépendant d'un nombre sans dimension appelé nombre de Reynolds. Les gars, ils ne sont pas foulés pour trouver le nom. Ce nombre, il va vous intéresser et j'y consacrerai une vidéo parce que vous allez vous rendre compte qu'il va influencer directement les choix que vous allez faire pour votre équipement. En gros, ça dit que le comportement de l'écoulement, dans notre cas de l'air, autour d'un objet est dépendant du nombre de Reynolds, qui est lui-même dépendant de la vitesse. Ça veut dire que mon aéro, c'est pas exactement la même à 30 et à 45 km/h. Bon, ok, l'aéro évolue au cube de la vitesse, mais qu'en est-il du roulement?
Et bien, le roulement, lui, il évolue linéairement avec la vitesse, c'est-à-dire que si je multiplie ma vitesse par 1,5, je multiplie également la puissance liée au roulement par 1,5. Si on reprend à 30 km/h nos 49 watts tout à l'heure, on va se retrouver avec une puissance qui devrait être maintenant de 74 watts. Et c'est donc pour cela que plus on va vite, plus l'aéro prend de l'importance. Mais du coup, ça veut dire que l'aéro n'a que très peu d'impact à faible vitesse, et du coup, moi, pour faire ma sortie à 25, l'aéro, bon, ça me concerne pas trop. Mais en fait, si on reprend notre cycliste à 25 km/h, on se rend compte que l'aéro représente quand même 59% de la puissance totale. Plus on va vite, plus l'aéro est prépondérante, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est négligeable à faible vitesse. On revient avec notre amateur à 25 km/h. Si on fait le total des puissances, on retrouve un total de 103 watts. Ça veut dire que notre amateur a besoin de développer 103 watts pour avancer à 25 km/h sur le plat. Allez hop 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 hop, on enlève l'aéro. Bon, comment je fais ça? Bah, je vais dans l'espace. Si je vais dans l'espace, il n'y a plus d'atmosphère, plus d'air, je suis dans le vide et là, plus d'aéro. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a non plus de gravité et surtout, il n'y a pas de route. On va seulement considérer notre cyclisme sur une route plate dans le vide, c'est-à-dire il n'y a plus d'atmosphère, la puissance aéro est à 0, il ne reste plus que le roulement et le frottement et on va regarder quelle vitesse on peut atteindre avec la même puissance de 103 watts. 56 km/h, ça vaut le coup. Bon, le problème, on n'a pas encore trouvé comment retirer l'atmosphère sur Terre et en plus, finalement, notre cycliste, il serait bien embêté pour respirer. Mais on a quand même cherché des solutions et on a commencé à faire des records de vitesse à vélo derrière des véhicules spécialement conçus pour abriter le cycliste de l'écoulement. Vous savez à combien le record? 296 km/h. Il a été réalisé en 2018 par Denise Müller-Korneck. Non, elle n'est pas accrochée au véhicule et le véhicule en question, il ressemble à un dragster. En même temps, il faut y aller à 296 km/h. On se concentre maintenant sur notre triathlète amateur. Il a un vélo de route sur lequel il a installé des prolongateurs. Ça va nous permettre de comparer un petit peu les différentes positions qui s'offrent à lui. On a réalisé les premiers tests à 30 km/h. On a commencé par la position main en cocotte et on se rend compte que l'aéro représente 73% de la puissance consommée. On est supérieur aux 68% qu'on avait tout à l'heure pour le cycliste. Ça veut dire que notre triathlète d'1m69, il est moins aéro que notre cycliste d'1m81? Eh bien non, pas du tout. Si on compare les puissances aéro à 30 km/h, on se rend compte que la puissance aéro consommée est de 102 watts alors qu'elle était de 106 watts tout à l'heure pour le cycliste. Le triathlète étant un peu moins grand, il consomme également un peu moins d'aéro. Ici, la différence se joue essentiellement sur la masse des deux athlètes. Je vous rappelle que ça impacte directement le roulement et là on est à 49 watts pour notre cycliste, là on est seulement à 37 pour le triathlète. On vous donne juste un ordre de grandeur de la répartition des différents efforts, mais bien sûr ça dépend de chaque athlète et de sa morphologie. On reprend maintenant notre triathlète à une vitesse de 32 km/h et on compare le pourcentage de l'aéro en fonction des trois positions. Main en cocotte, main au creux du cintre et sur les prolongateurs. Du coup, plus on est aéro, moins l'aéro est importante. En fait, vous pouvez prendre la position que vous voulez. La chose que vous ne changerez pas, c'est votre masse. Et donc, le roulement, lui, il sera constant. Le total des puissances consommées va baisser, mais le roulement étant constant, il va prendre une part de plus en plus importante dans la performance. Si on regarde justement les écarts de puissance à 32 km/h dans les différentes positions, on a 164 watts pour les mains en cocotte, 156 pour les mains au creux du cintre et 139 watts sur les prolongateurs. Cela représente un gain de 25 watts sur la position prolongateur. Mais du coup, autant utiliser ces 25 watts pour aller plus vite et du coup, l'aéro reprend de l'importance. D'ailleurs, c'est pas par hasard si j'ai utilisé la vitesse de 32 km/h. Regardez, on a le même total de watts sur les cocottes à 30 km/h et sur les prolongateurs à 32. Ça veut dire que c'est 2 km/h 100% gratuit sans fournir un watt de plus. S'il y en a parmi vous qui font du triathlon avec un vélo de route et qui hésitent à se payer une paire de prolongateurs, vous commencez à avoir un début de réponse. Bien sûr, le gain aéro il est ultra important, mais si vous n'avez pas l'habitude de la position chrono, vous pouvez également perdre ce gain aéro en développement de puissance parce que vous êtes dans une mauvaise position à laquelle vous n'avez pas l'habitude. Pire, vous pouvez même vous blesser. Si vous n'avez jamais roulé dans cette position et que vous achetez des prolongateurs, je vous encourage à faire une étude posturale dynamique pour éviter l'inconfort et la blessure. Et d'ailleurs, ça marche pour tous ceux qui n'en ont pas fait une. Vous allez me dire, tu nous fais un petit peu avec ton aéro. Dans la vraie vie, une route, c'est pas toujours plat. C'est vrai, et il y a deux raisons qui expliquent que l'aéro est moins prépondérante en montée. Déjà, jusqu'à présent, on n'a regardé que des graphes avec 3 forces sur les 4. Parce qu'en fait, quand on est sur le plat, le poids, il n'influence absolument pas notre déplacement, si ce n'est notre masse qui, je vous le rappelle, a un impact sur le roulement. Bon, du coup, ce poids, quand on va le rajouter aux autres, il va faire monter le total, réduisant ainsi le pourcentage lié à l'aéro. Mais c'est pas tout, vu que la puissance totale va augmenter et que vous n'avez pas une réserve de puissance infinie, vous allez devoir équilibrer en réduisant votre vitesse. Et si vous réduisez votre vitesse, vous réduisez encore un peu plus l'impact de l'aéro.
On regarde ce que ça donne pour notre triathlète amateur. Je vous rappelle qu'à 30 km/h, sur le plat, pour lui, l'aéro, c'était 73% de la puissance totale. Dans une pente à 7,4%, pour avancer à 15 km/h, il faudra déjà qu'il dépense 110 watts de plus que sur le plat à 30 km/h. Mais comment se répartit cette puissance consommée? Eh bien c'est simple, 88% de la puissance vient maintenant du poids et seulement 5% de l'aéro. Bon, c'est sûr, là, c'est pas l'aéro qui est prépondérante, mais en même temps, 7,4% c'est la pente moyenne de l'ascension du Tourmalet. Donc, même si vous habitez en montagne, vous faites pas ça tous les jours, même si vous appelez Thibaut Pinot. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. On considère maintenant un faux plat à 1,5%. Notre triathlète, pour avancer à 25 km/h, il va quand même devoir dépenser 30 watts de plus que sur le plat à 30 km/h. Cette fois, le poids représente 46% de la puissance qu'il génère, mais on a toujours 35% qui vient de l'aéro. Comme quoi, sans un faux plat, c'est pas si négligeable que ça. Alors oui, l'aéro perd de l'importance dans les pentes, surtout quand la route commence à devenir plutôt raide. Mais en même temps, quand vous êtes arrivé au sommet, il faut bien en descendre. Et là, dans la descente, l'aéro, elle devient encore plus importante. Si votre objectif c'est de monter l'Alpe d'Huez ou le Ventoux, l'aéro ce ne sera pas votre principal souci. En revanche, si vous habitez dans une région vallonnée, ça restera le facteur le plus impactant sur votre performance. Bon, on a compris, l'aéro c'est ultra important, mais en pratique, je fais quoi? Je change de vélo, je change de combi, je change de casque, je change ma position. Pour illustrer un peu ça, on va comparer les résultats de deux athlètes sur leur vélo et leur vélo seul. On va le faire ça avec notre cycliste amateur à 30 km/h et notre triathlète pro à 45. On voit sur le graphe que le vélo représente 25 à 27% de l'aéro global. Et tout ça pour des positions, des morphologies et des vitesses totalement différentes. L'ordre de grandeur qu'on nous donne en général, c'est que le vélo représente à peu près un quart de l'aéro. Alors attention, le vélo a un impact sur le cycliste et le cycliste sur le vélo. On ne peut pas aussi facilement dissocier le vélo du pilote. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ça reste quand même vous le principal facteur en termes d'aéro. Alors bien sûr, avoir un vélo plus aéro vous permettra d'aller un peu plus vite, mais n'oubliez pas de réfléchir à l'impact du cycliste qui est loin d'être négligeable. On arrive à la fin de ce tout premier épisode de Faut pas traîner. Si le contenu vous a plu, je vous invite à nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous encouragera à vous proposer plus de contenu de ce type. Dans les prochaines vidéos, on explorera d'autres sujets et on essaiera aussi d'aller toujours un peu plus loin dans les explications. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire les questions et les problématiques qui vous intéressent le plus pour m'orienter dans les prochaines thématiques qui seront traitées dans ces vidéos. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse vite parce que faut pas traîner.